bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Vous avez remarqué que peut-être j'ai changé de coupe de cheveux. Non, j'ai pas changé de coupe de cheveux, je me suis fait un peu le fer à friser en fait. Et j'ai dit tiens, je vais me faire un peu de volume, un peu genre Farrah Fawcett, vous voyez. Bon, c'est exceptionnel, hein, je vous l'ai dit, je vais pas le faire tout le temps. La fille, ça commence. Donc, je voulais vous prévenir aussi que je vais arrêter de faire le débrief de la semaine parce que j'ai remarqué que je ne faisais pas beaucoup de vues. Donc, j'ai décidé d'arrêter parce que j'ai perdu du temps. Je prends beaucoup de temps pour faire une vidéo qui n'est pas beaucoup regardée. Donc, je ferai des petites introductions en rapport avec ce que je fais, par exemple, la France pour la France, là, les sciences. Ça va être des trucs que j'ai entendus, que j'ai vus. Figurez-vous que j'ai fait 2 vidéos sur TikTok. Alors pas sur ma chaîne à Gauloise Réfractaire, sur mon TikTok à moi perso. Et en fait, j'ai explosé les compteurs. Donc je vais continuer parce qu'en réalité, je fais plus de vues sur TikTok que sur toutes les plateformes réunies. Alors que là, je suis obligée de faire des montages et tout. Et là, en fait, j'ai fait une vidéo, j'ai fait presque, je crois, 6000 vues, ou je sais pas combien, je sais pas combien de commentaires. Et j'ai fait une autre vidéo aussi sur un truc. Et je sais pas, j'ai dû faire beaucoup de vues, parce que j'ai énormément de commentaires aussi qui sont sortis. Donc, je suis super contente. Peut-être qu'un jour, je serai TikTokeuse, avec des millions d'abonnés. Et donc aujourd'hui, nous allons faire science. Alors, science, j'ai des brèves, j'ai des surbrèves. Non, parce qu'on va terminer par des trucs rigolos quand même. Je vais commencer par vous expliquer 2-3 petites choses que j'ai entendues. Vous savez, quand il y a les tempêtes, il y a une espèce de mousse, genre soirée mousse. Et en fait, ça, il paraît que c'est les protéines du caca des poissons. Donc, je tenais à préciser à ceux qui sont vers Biarritz, Segor, la Bretagne et tout, de pas toucher, de pas genre ah putain super c'est de la mousse et tout, non parce qu'en vérité c'est les protéines des caca des poissons il paraît. Voilà, je fais de la prévention aussi sur cette chaîne. Après j'ai entendu parler alors du temple de Mojika. Bon alors je sais pas, je pense que ça doit être en Amérique centrale ou un truc comme ça. Et en fait le temple, qu'il a été construit avec 122 millions de briques. Donc pour eux, bon, normal, hein, de faire 122 millions de briques, hein, bon, donc je pense que la moitié, voire le 3/4 de la population devait faire des briques parce que le temps de les faire et de les faire sécher, à mon avis, ça devait pas prendre 1 heure. 122 millions, ça fait beaucoup. Et ils ont dit qu'ils avaient inventé des joints de dilatation entre les briques pour éviter que ça s'effondre quand il y a des séismes. Là, c'est bien parce que du coup, on en apprend tous les jours. Aussi, je voulais, comme pour dans ma vidéo que vous allez voir sur France, remettre les compteurs, on va dire, un peu à zéro. C'est qu'il y en a beaucoup qui ont dit que pendant les feux aux USA, les maisons, elles avaient brûlé, mais pas les arbres. Les gars, allô, aux États-Unis, leur maison, c'est du carton. Leur belle maison, que tu vois, que tu dis, waouh, putain, le truc, c'est la bâtisse sur 15 étages. Toi, t'imagines que c'est fait avec des parpaings et des trucs comme ça. Non, non, c'est que du contreplaqué et de la laine de verre. Donc, effectivement, quand un feu, il passe, l'arbre est vivant, il est vert, tu vois, c'est pas un arbre mort. Donc du coup, le temps qu'il brûle, c'est compliqué, surtout que des fois c'est des palmiers, des trucs comme ça. Donc effectivement, quand le feu il passe, comme c'est un feu rapide, tu vois, c'est un peu comme quand ils mettent le feu dans les broussailles, là, les arbres, ils brûlent pas. C'est juste la broussaille qui brûle. On est ok. Donc c'est les broussailles et les arbres, comme ils sont plus hauts et verts, ils brûlent pas. Puisque la broussaille, elle est sèche et les arbres non. Et là c'est pareil, c'est comme si c'était de la broussaille en fait. Donc oui, effectivement, les maisons, elles ont brûlé et pas les arbres. Et ouais. Bon, par contre, le truc que j'ai pas compris, c'est que des fois dans des parkings, il y avait 2 voitures de brûlées et les autres autour, elles n'étaient pas brûlées. On s'interroge un peu sur le truc. Mais sinon, pour la question des arbres et des maisons, c'est logique puisque bon, du coup, leurs maisons sont en carton. Donc effectivement, sur Pacific Palisades, je sais pas quoi, alors vraiment au bord de la mer. En fait, il y a qu'une maison qui a résisté, je l'ai vu. Et en fait, c'est une maison qui a été construite en parpaing, anti-séisme, machin et tout. Elle a pas brûlé. Alors que toutes les autres autour, oui. Alors, nous allons commencer par du chinois. Hein, tant qu'à faire. L'Occident n'a aucun équivalent à ce nouveau monstre volant chinois de 10 tonnes, capable d'évoluer en parfaite autonomie pendant 15 heures. Et ça, c'est secretdéfense.org. Alors, je vous explique. Je vais vous mettre la vidéo. C'est des images de synthèse. Hein. Donc, on ne sait pas s'il existe ou s'il n'existe pas. Hein. La Chine franchit un nouveau cap en dévoilant ce qui pourrait être la dernière version de son drone de combat de longue endurance. Arc-en-ciel 7. Ouais, non, je vais pas le dire à les chinois parce que c'est bon. Avec une capacité de charge utile au record de 10 tonnes et une vitesse maximale de 926 km/h. Ce drone promet de transformer les stratégies de surveillance, de reconnaissance et de combat aérien. Franchement, ça fait peur. En vérité, ça fait trop peur. Une présentation inattendue pour un nouveau colosse autonome, le CH7. Les dernières photos du CH7.
Moi chérie, les photos, tu sais, maintenant, tu prends une photo, avec l'intelligence artificielle, il te fait un truc, on dirait que le truc il est vrai quoi, tu vois. D'envisager des missions de frappe en profondeur grâce à son endurance en vol pouvant atteindre 15 heures. Ce drone pourrait surveiller des cibles éloignées, pénétrer des espaces aériens hostiles et transmettre des informations stratégiques en temps réel. Les analystes spéculent également sur la possibilité que le CH-7 soit armé, pouvant ainsi être utilisé comme un outil de dissuasion dans des zones de conflit sensibles tout en évitant les pertes humaines. Eh ouais, c'est ça le problème. Bon, après, s'il s'éclate sur la gueule entre drones, chiens robotisés et tout, bon, à la rigueur, ça fout peu, nous, hein, du moment que nous, on n'est pas touchés. Hein, je vais te dire, le problème, c'est que si c'est nous, on est touchés. Alors, celle-là, je vais la garder pour la fin. Non, parce que celle-là, elle est rigolote. Moi, je vous dis, dans pas longtemps, on va apprendre que James Webb, il est capoute. Ah ouais, il a été perdu dans l'espace, ou je sais rien. Mais vous savez que les photos qui met en ligne, soi-disant James Webb, vous savez qu'il y a un mec, je vous ai dit, sur TikTok, putain, je sais toujours pas, je vous mettrai le nom de sa chaîne. C'est lui que j'avais montré, vous savez, les photos de la Lune. Eh ben lui, justement, il a un télescope. Et hier, je regardais, justement, et il montrait, et d'ailleurs, je vais essayer de la retrouver et de vous la montrer, il montrait la nébuleuse de je sais pas quoi. Et en fait, il est sur la Terre. Mais avec le système qui met les photos les unes par-dessus les autres, avec les filtres, machin et tout, eh ben ça te donne exactement, enfin pas exactement, mais je veux dire, la représentation c'est la même que celle des photos de la NASA. Et les mecs, ils sont sur la Terre. Donc comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'être en plein milieu de l'espace infini au-delà pour prendre des photos comme ça. Il suffit d'être à 1000 km. C'est pas loin 1000 km. Hein. Pour eux, l'espace, c'est 100 km. Donc tu peux être à 1000 km, ce qui est pas énorme. Du coup, ça fait Marseille-Paris ou je sais pas quoi. Et prendre des magnifiques photos avec des appareils super puissants et tout. Enfin bon, tu vois. Donc, il n'y a pas besoin d'aller dans l'espace profond. Enfin, plus loin que la Lune. Tu vois ce que je veux te dire? Le télescope James Webb détecte des monstres rouges qui bouleversent nos certitudes sur les premières galaxies. Des galaxies aussi massives que la Voie lactée, ce n'est pas exceptionnel, direz-vous. Oh ben non! À taille, j'en vois tous les jours, moi. Tiens, la dernière fois, j'en ai croisé une devant l'arrêt de bus. Ah ouais? Sauf que celles-ci ont été observées dans notre univers primitif. Mais toi, peut-être qu'il n'est pas primitif. C'est toi qui as décidé qu'il était primitif. Non, parce que tout ce qui est ancien, pour eux, c'est primitif. Tu vois, ils peuvent pas imaginer que ancien peut être mieux que nous. Voilà. Et à en croire les modèles de formation des galaxies, c'est impossible. Impossible n'est pas l'univers. Au tout début de l'histoire, il y avait de grands halos de matière noire. Ah oui. Des halos qui enferment de la matière ordinaire, du gaz au sein des structures liées par la gravité. Des galaxies voient alors le jour en convertissant au plus 20% de ce gaz en étoile. Je sais pas comment, mais bon, ok. C'est-à-dire c'est du gaz et d'un coup ça devient une étoile. C'est du moins la théorie la plus généralement admise. Ah, d'accord. Au sein de la communauté des astronomes. Mais des observations décrites par une équipe internationale de chercheurs dans la revue Nature pourraient remettre en question ce modèle. Oh bon oui. Galaxie du premier... Alors non, je vais vous mettre la photo, on est mort de rire. Ouais, non, on est mort de rire. Alors, des galaxies qui forment des étoiles de manière ultra efficace. Ah ouais, c'est compliqué d'être ultra efficace quand tu nais du chaos. Tu vois, voilà. Ouais, et donc lui, le mec, il nous montre la galaxie qui est en train d'être absorbée par une autre galaxie. Et ça, lui, le mec, je le crois. Je sais que c'est ce que son télescope, il a vu. Le mec, il est sur la Terre. Et vous allez voir la photo, franchement, on dirait que c'est James Webb qui a pris la photo. Bon, ben voilà. Ben encore une théorie qui s'effondre, comme d'hab. On a un petit problème. C'est que, Actu Toulouse, c'est quoi ces petits boîtiers blancs qui essaiment partout dans les rues de la métropole? Donc, vous avez la photo du petit piou-piou. Donc, ils vous disent,
J'ai pensé que c'était pour une surveillance téléphonique, cela m'a inquiété. Cet habitant de Mondoville, au nord-ouest de Toulouse, est tombé des nues quand il a découvert à la sortie de chez lui un petit boîtier blanc sur lampadaire public. Un autre particulier du chemin de Machin, alors, mauvaise surprise de découvrir un boîtier similaire installé à son insu sur sa propriété privée sans qu'il n'en soit informé. J'ai cru que c'était un cambrioleur, parce qu'il s'activait par-dessus ça, et d'accord, ok. Ah, il n'est pas sorti pour savoir, d'accord, ok. Donc, ils vous disent, des boîtiers destinés à la télérelève de l'eau. Si l'installation de ces boîtiers sème le trouble, il n'y a pas de quoi paniquer. Ce sont en effet de nouveaux équipements déployés par la société Cetom, bon, ok, Veolia, en charge de l'eau potable sur 37 communes du territoire. Ce sont des relais radio pour télé-relever la consommation des habitants, vice-président en charge de l'eau, ok. Personne ne nous a prévenus de l'installation de ces boîtiers. Les compteurs ne sont pas directement connectés. À quoi servent ces boîtiers? Contrairement à ce que l'on peut penser, à l'inverse du Linky pour l'électricité, les nouveaux compteurs installés par Hauts-de-Toulouse Métropole chez les particuliers ne sont en réalité ni directement connectés ni communicants. Hauts-de-Toulouse explique que ces compteurs sont équipés d'un module qui permet la transmission via un réseau radio de l'index de consommation. J'ai rien compris. Bon, ok. Donc, c'est des relais radio pour couvrir les zones blanches. Enfin bon, il n'y a pas de souci. Sauf que, ils ont changé les lampadaires. Et en fait, ils ont mis, au début, il y en avait un, maintenant, il y en a deux. Donc, je vous les mets là. Sauf que, nous, ici, dans l'immeuble, il n'y a personne qui a un compteur de relevé d'eau électronique. À côté, il y a les garages. Et après, on a un vieux bâtiment avec une boulangerie sur 2 étages. Ok, eux, c'est sûr qu'ils n'ont pas de relevé. Pour mettre 2 piou-piou, ils n'ont pas de relevé électronique de l'eau. Et là, plus haut, j'ai un autre immeuble, il y en a 2, et c'est un immeuble, on va dire, limite cité. Vous voyez, enfin, c'est vraiment un immeuble un peu laissé à l'abandon, vous voyez. Donc eux, je pense pas qu'ils ont des compteurs d'eau électroniques. Vous voyez, qu'on leur a installé. Nous, on a les Linky, il y en a à tous les étages, tout le monde est sur Linky. Il y en a certains qui ont le compteur de gaz électronique, ça oui, enfin, en tout cas plus moderne que le mien, parce que le mien il date de la création de Mathusalem. Mais sinon c'est tout, on n'a pas de relevé de compteur d'eau. Donc si c'est vraiment pour relever les compteurs d'eau, il y a des soucis, parce que nous on n'en a pas. Non mais ça faisait partie des trucs, voilà, ils sont hallucinants parce qu'ils vous expliquent un truc, mais ça correspond pas avec la réalité du terrain. Donc tu te dis à quoi ils servent les trucs. Futurascience.com, révolution ou scandale? Cette entreprise transforme des porcs génétiquement modifiés en pièces détachées pour humains. Mais non, ça va. Non, ça va. Moi, je trouve que ça va. Mais non, c'est une révolution. Après des petits cochons? Oh bon, oui, bien élevés et tout, bien aseptisés dans des cages, bien sans microbes et tout, ils peuvent pas bouger et tout. Enfin bon, c'est leur vie, elle est pourrie. Si, limite, ils sont traités correctement. C'est-à-dire, ils vivent dans la campagne, dans les champs, enfin, ils s'éclatent, ok. Qu'après, tu les prends. Tu fais attention qu'il n'y ait pas de maltraitance animale. Que tu les tues et qu'une fois qu'ils sont morts, tu prélèves les organes. À la rigueur, pourquoi pas, puisqu'on le mange à la base. Donc bon, si ça peut servir à sauver la vie des gens, pourquoi pas. Mais si c'est pour être élevé dans des laboratoires, que le cochon peu cher, je sais pas ce qu'on va lui trafiquer, puisque c'est génétiquement modifié, donc je sais pas ce qu'on va lui faire bouffer, je sais pas comment on va le traiter, je sais pas, il va pas voir la lumière du jour, du soleil, enfin il va être stressé, d'accord? Donc on va le tuer peut-être, ou lui prélever vivant ses organes, donc encore plus stressé, et après on va te les greffer à toi, on va te faire payer ça et le blend. Et le cochon il aura souffert, enfin ça sera dégueulasse quoi le truc, tu vois? Vous voyez, ça c'est comme les vaches, les machins et tout, enfin tout ce qu'on mange d'ailleurs. Si à la base, ils sont heureux, les vaches dans les champs, vous voyez, les petites chèvres, les petites biquettes, les petits machins qui sont bien et tout, fait que bon, ils vivent une vie heureuse, fait qu'on les force pas à faire des bébés pour faire du lait, donc elles sont toujours enceintes, enfin bon, c'est vraiment, les vaches, pêcheurs, moi je les vois, j'ai de la peine pour elles. Et qu'après, quand on les amène à l'abattoir, elles sont bien transportées, elles sont bien traitées, on les abat correctement, dans les règles de l'art, sans souffrance animale, machin, pour que le truc il soit au top et tout. Et après, on le mange, limite. Moi, perso, ça me dérange pas. Moi, ce qui me dégoûte, c'est qu'on les maltraite. Tu peux tuer quelqu'un, tu peux tuer un animal, sans obligé de le faire souffrir. Tu vois, là-bas, dans les pays, là, les Péruviens, je sais pas où, là, ils te prennent, ils lui mettent un coup de couteau dans la carotide, elle se vide de son sang, et franchement, elle ne souffre pas, la bête. Au fur et à mesure, son cœur, il s'éteint, elle a pas souffert, elle a juste un petit trou. Ouais, je sais, c'est dégueulasse, mais franchement, là, la bête, elle ne souffre pas. Et avant ça, elle a été dans un champ, dans la forêt, elle était trop contente de brouter sa petite herbe, vous voyez. Et franchement, elle n'était pas stressée. Et la viande, elle est bonne, vous voyez. Ce ne sont pas n'importe quel porc d'élevage.
Des millions de dollars ont été dépensés. La xénogreffe, transplantation de reins ou de cœur de porc ont lieu et place d'organes humains. Rien qu'aux États-Unis, plus de 100 000 personnes sont en attente de dons et 17 d'entre elles meurent chaque jour sans avoir pu bénéficier d'un organe. Oui, non mais d'accord. Déjà, pose-toi la question pourquoi la personne elle a besoin d'un organe. C'est que déjà, à la base, sa santé elle était fragile. Pourquoi elle a une santé fragile? Pour y répondre, plusieurs chirurgiens américains ont depuis 2021 greffé des reins et des cœurs de porc génétiquement modifiés sur des humains. Les premiers essais ont été pratiqués sur des personnes en état de mort cérébrale. Avant qu'une poignée de patients gravement malades n'en bénéficient. Ils sont décédés 1 à 2 mois après l'opération, mais les organes n'ont pas été immédiatement rejetés par le receveur. Ah, d'accord. Il est mort, mais ça va pas de suite. Ah ouais, non, ça c'était comme le piou-piou. 24 heures, c'est bon. 24 heures, c'est bon. Si tu tombes après 24 heures, c'est pas le piou-piou. Ben là, c'est pareil. Oh, ils ont tenu 1 à 2 mois quand même. Ouais, non, ça va. Ils manipulent des ovocytes de truies non OGM récupérés en abattoir. En plus. Ah ouais, d'accord. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et moi j'étais là avec le truc, ouais, si les porcs ils sont bien traités et tout, nana, ils sont allés récupérer, au lieu de prendre des cochonnes. Ah ouais, c'est vrai, au lieu d'aller récupérer des cochonnes, de les élever bien correctement, qu'elles sont dans de bonnes conditions et tout, non, elles vont te les récupérer à l'abattoir. Putain, à l'abattoir, non mais lol. Bon, allez, on passe au brève. Non, parce que tant qu'à faire, on va rigoler. Média 24. Les États-Unis tiennent un nouveau réacteur capable de nettoyer le ciel. Avec un net avantage sur toutes les autres technologies de ce type. Non, moi c'est surtout l'image pour illustrer le titre. Ah non. Un réacteur électrochimique révolutionne la capture du carbone. Les chercheurs de l'université Rice ont mis au point un réacteur électrochimique prometteur capable de réduire significativement la consommation énergétique. Oui, parce que c'est ça. Parce que le pire, c'est que pour capturer le carbone dû à nos émissions de carbone parce qu'on utilise de l'énergie fossile, ils doivent utiliser de l'énergie fossile. Bon, on va résumer comme ça. Je crois que tout le monde a compris. Ah ouais, non, non, on résume comme ça, je crois que tout le monde a compris. Alors, ensuite. Oh, non, non, mais. Ah, vous vous souvenez du trou dans la couche d'ozone? Cory. Il semble qu'on lui aura bientôt réglé son compte. Oh bah oui. Et j'aime bien l'image de l'illustration aussi. Et j'aime bien aussi le résumé. Pour une fois que les efforts concertés de plusieurs pays parviennent à faire reculer les logiques industrielles au profit de la planète, c'est à saluer. Notre taille se rebouche tout seul parce que c'est par cycle. Il y a des moments où il est un peu plus dilaté, ça il faut qu'il demande à Bruno Le Maire. Peut-être il y a des moments où il disparaît et où il réapparaît selon le cycle de la planète. Non, non, mais j'aime bien. Ah ouais, non. L'effort concerté de plusieurs pays parviennent à faire reculer les logiques industrielles au profit de la planète. Non, non, mais mort de rire. Avec tout ce qu'ils sont en train de faire. Ensuite, non, vous voyez comme quoi c'est vite fait. Alors, ben justement, recyclage, le grand mensonge de la filière plastique. Radiofrance.fr. Et il suffisait de recycler pour réduire nos déchets. Ce fantasme, non, j'aime bien, largement alimenté par les industriels, est un écran de fumée dont le mythe perdure de l'ère du tout jetable au recyclage chimique, récit d'une fuite en avant qui sert d'alibi pour produire toujours plus de matière plastique. Ah bah oui, ça on l'a vu, il y a tout qu'un plastique, même le riz. Eh ouais, non, même les Chinois, ils nous font du riz en plastique. Alors, après avoir pris conscience des limites de la filière, elle comprend qu'il s'agit d'un leurre savamment entretenu. Alors, elle, c'est l'ex-directrice de l'ONG Zero Waste France, W-A-S-T-E, Flore Berligen, s'est intéressée au recyclage. Eh ouais. Donc, pour elle, c'est un leurre savamment entretenu et publie recyclage, le grand enfumage, comment l'économie circulaire est devenue l'alibi du jetable. Ah bah oui. Le recyclage, encore trop gourmand en énergie. Ah ouais. Donc moi, je m'emmerde à déposer mes plastiques avec mon sac spécial recyclage qui fait 3 mètres de long pour aller les jeter dans la benne qui est en face. Tout ça pour que ça soit pas recyclé, en fait. Que ça finisse dans les ordures, dans les décharges. Non, c'est bien. Nous avons quand même de bonnes nouvelles. France-TV-info.fr. Pérou. 27 nouvelles espèces découvertes. Non, vraiment, ça fait plaisir. Moi, je suis contente. Mais je crois qu'ils disent pas grand chose. Cette souris qui vit à la fois sur terre et dans l'eau. Ou celle-ci, avec des épines de hérisson. Quant à cette salamandre, elle sait grimper aux arbres. 27 nouvelles espèces en tout.
Pour ce poisson, le spécimen le plus étrange. Ouais, Alto Mayo. Oh, qu'il est bizarre, ce gros poisson. Non, vraiment, des fois, il y en a, il a un gros nez. Eh, on dirait un peu moins, hein? Il est tellement bizarre et inhabituel, les scientifiques n'ont jamais observé un tel poisson, il a une sorte d'énorme boule à la place du nez. Ouais, c'est ça, c'est moi. Voilà. Vous voyez comme quoi, en fait, il y a des animaux qui disparaissent, effectivement, et comme quoi, il y a des animaux qui réapparaissent, puisqu'on les avait jamais étudiés. Ah ouais, non mais moi, pour moi, ils apparaissent. Ah oui. On continue vite fait. Radiofrance.fr. Non, ils nous prennent vraiment pour éco. Non, la dernière fois, je vous avais lu l'histoire de la Lune, non, parce qu'on a un souci avec cette Lune. L'histoire de la Lune, que, soi-disant, c'était une énorme exoplanète, je sais pas quoi, qui avait heurté une autre Terre, enfin, qui avait heurté notre Terre, et que donc, ça avait explosé, et que ça avait fait notre Terre, et ça avait fait la Lune. Donc ça, cette photo, c'est possible. Voilà, la Terre, elle fait 2 fois cette taille. Oui, non, parce que vous avez vu, ils ont rajouté des petits volcans. C'est mignon, hein, c'est joli. C'est pour qu'on comprenne, parce que sinon, on comprend pas. Parce qu'on comprend plus rien avec cette lune, non, parce qu'au début, il y avait rien. Maintenant, il y a de l'eau. Alors maintenant, il y a du granit. Alors maintenant, comme il y a du granit, ils sont en train de nous sortir l'histoire. J'en peux plus des papiers. Parce que pour avoir du granit, il faut de l'eau et il faut des volcans. Donc bon, de l'eau, ça y est, c'est bon, ils en ont trouvé. Bon, du coup, à la base, elle était sèche, mais du coup, elle est devenue mouillée. Et là, maintenant, ils nous parlent des volcans. Comme ça, ils vont pouvoir dire oui, mais c'est parce qu'il y a eu de l'eau et des volcans que du coup, il y a du granit. Et c'est pour ça qu'il y a 70 ans, on l'avait pas vu, en fait. Dans une publication parue dans la revue Nature, Alessandro Morbidelli et ses collègues astronomes ont tenté de résoudre le mystère qui entoure l'âge de la formation de la Lune. Le satellite de la Terre a été créé il y a 4,5 milliards d'années. Ben, je sais. Bon, on me l'a raconté. Ma grand-mère, tu crois que quoi, elle a pas vu le truc? Ah ouais. Mais il aurait ensuite subi une refonte partielle. Alors c'est là que ça devient chelou. La question est encore très débattue, donc c'est pas officiel. Alors on sait pas l'âge qu'elle a. En fait. C'est un peu comme moi. Voilà. On sait pas si j'ai 40, 45, 50, 55. Ah bah oui. Alors je vous le dis, c'est compris entre 40 et 55. Voilà. Mais on s'approche plus du 55. Hélas. Alors, eh oui, parce que les résultats, ils sont discordants. Une refonte provoquée par les marées il y a 4,35 milliards d'années, pardon. Donc ça c'est nature. Indique que la Lune est vieille. A subi suffisamment de réchauffement et de fusion par marée. Ah oui, parce qu'en fait, vous savez qu'il vous explique que la Lune, avec la gravité, elle attire l'écorce terrestre, ce qui fait que ça fait comme une genre de bosse. Et c'est pour ça qu'il y a des marées. Donc tu te demandes pourquoi il n'y a pas des marées dans la mer Méditerranée. Tu te demandes pourquoi il n'y a pas des marées dans la mer Noire. Tu te demandes pourquoi il n'y a pas des marées dans des endroits où il y a des lacs qui sont aussi grands que des mers, en fait. Ok, il n'y a pas de souci. Et là, par contre, c'est le contraire. En fait, c'est notre Terre qui a tiré la Lune, qui était encore molle, on va dire. Et donc, du coup, l'étirement a provoqué des volcans. Mais sur sa face cachée. Non, j'aime bien. Non, c'est magnifique. Oui, non, voilà, je voulais vous résumer parce que du coup, l'article était super long. Donc, vous avez tout compris, hein, à ce que je viens d'expliquer. Ben, moi, j'ai compris autant que vous, c'est qu'ils nous prennent pour des cons. La route solaire, l'échec cuisant de Ségolène Royal, c'est une utopie qui devient réalité. Une première mondiale, s'enthousiasme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Vous allez voir pourquoi j'insiste sur le durable. Une armée de journalistes immortalise l'image d'une petite Zoé blanche glissant sur la voie tracée à l'entrée du village de 1500 âmes. Là, déjà, il y a un problème. Ce premier kilomètre de route solaire va se démultiplier, promet la ministre exaltée. D'ici 2020, au moins 1000 kilomètres de route seront équipés de panneaux solaires dans une France à la pointe de l'innovation. C'est regardé dans le monde entier. 8 ans plus tard, le monde entier regarde encore. Le compteur est à 0. Voilà. Bon, les chauvins, hein, je suis désolée pour vous, mais il y a souci, hein, on a un problème. Allez, et donc, on va partir sur du super bref. L'indépendant. La fusée d'Elon Musk explose quelques minutes après le décollage, des dizaines de vols déroutés pour éviter la collision avec les débris. Oh bon oui, bon, j'ai pas besoin de rappeler, je sais plus à combien d'années maintenant de fusées qui explosent. Non, mais le mec, on dirait que la fusée, elle coûte rien. Je sais pas, avant, on te disait que les fusées, elles coûtaient des millions et des millions, c'était un super investissement et tout. Et lui, il t'envoie des fusées comme ça qui explosent dans le ciel comme des feux d'artifice. Il y a jamais le prix. Vous savez, avant, il vous disait, putain, 45 millions de dollars qui est parti en fumée. Là, il y a pas le prix. Là, limite, tu te dis, est-ce qu'elle existe vraiment? Tu vois la fusée? La fusée. Là, tu te demandes, tu te dis comment il fait le mec. Et elles sont en bois, en carton-pâte, fait bon. Allez, une autre très rigolote aussi.
J'y vais tech, bombarder les pôles avec des armes. Et moi, sur le coup, je dis, putain, attends, ils veulent bombarder le Groenland. Nucléaire ou construire un aimant géant. Quelques idées pour rendre Mars habitable. Oh, ben, je suis sûr. Oh, ben oui. On lui balance 2-3 petites bombes nucléaires, sa race maudite, et il va pousser des fleurs. Eh ouais, non, c'est ça, il va pousser des fleurs. Des solutions radicales pour un problème colossal. Oh bah oui, on sait pas quel problème, parce que du coup, on est sur la Terre, on peut pas bouger de là. Donc du coup, bon. Et là, on va partir sur du réchauffement climatique, puisque j'ai entendu, tiens, Mac Lexguy hier, qui nous a informé que l'hiver dernier, il a fait plus froid que cette année, donc cette année qui a fait plus chaud. Et donc du coup, la température mondiale a augmenté. Alors, on était sur du 1 degré, 2 degrés, parce que comme il a dit, ça se réchauffe. Technoscience.net, le vortex polaire décroche vers une vague de froid historique aux États-Unis. Oh ben là, Mac Lexguy. Alors, une rigolote aussi, non pas pour le titre, mais parce que je l'ai lu, et c'était super marrant parce que je vais vous expliquer pourquoi. Scienceavenir.fr, après des fontes records, la banquise de l'Antarctique retrouve de la vigueur. Vous vous dites, putain, il va nous expliquer le phénomène, comment ça se fait que, du coup, la banquise retrouve de la vigueur. Alors moi, pour moi, la banquise de l'Antarctique retrouve de la vigueur, c'est que c'est mieux qu'avant. Quand genre tu es mort et puis d'un coup tu es un peu plus vif, tu as de la vigueur, tu vois, c'est voilà, tu es vivant. L'article, voilà, je vous montre, on va le faire comme ça. Allez, avec le nez. Vous voyez, donc l'article il commence là. Donc il y a beaucoup de lignes. Toutes ces lignes, il n'y a qu'une ligne où ils parlent de ça. Elle est là. Alors attendez. Ils disent, cela fait suite à une période prolongée de records et quasi-records quotidiens de faible étendue de banquise en 2023 et 2024. Mais grâce à la résistance retrouvée en fin d'année, 2024 a finalement terminé très proche des niveaux moyens pour les années 81 à 2010. Selon le NSIDC. Ceci fournit une illustration éclatante de la forte variabilité de l'étendue de la banquise. Tout ça, il n'y a que là, vous voyez ce petit ce petit paragraphe, où ils disent ça. Dans tout le reste, c'est juste du réchauffement climatique, que la banquise elle a été érodée, que ça a bouffé du truc, que ça va faire augmenter le niveau de la mer, voilà. Non, mais c'est un truc de fou. Le mec il te dit qu'elle a repris de la vigueur et tout, mais pour argumenter son titre, il te met que des trucs inverses de ce que veut dire le titre en fait. Et on finit par le plus beau. Ah ouais non, parce que celui-là c'est le plus beau. 20 minutes. Intelligence artificielle. œuf de vache. Gros bide pour Lucie. Une IA française déjà débranchée. Oh, minouchette, à peine branchée, elle est débranchée. Oh. Le robot conversationnel a dû être débranché après avoir livré une cascade de résultats absurdes aux internautes. Oh, bon, oui, mais c'est Lucie aussi. Tu sais, Lucie, on a retrouvé un petit bout de côte et un petit bout de talon. Donc c'est compliqué, tu vois, de faire un truc super top avec 2 petits bouts d'os, tu vois. Voilà. C'est pour ça qu'il fallait pas l'appeler Lucie. Tu vois, voilà. La plateforme lauréate du programme France 2030, ah bah oui, on est en 2025, déjà elle ne fonctionne plus. Lancée par l'État, ambition de fournir une alternative transparente et fiable aux IA comme ChatGPT ou DeepSeek peut-être. Eh oui, là, peut-être DeepSeek aussi. Ah oui, non. Lucie, ça me rappelle le film de Luc Besson, Lucie, avec Scarlett Johansson. Non, mais tu vois le truc. Et là, on a fini pour les super brèves et on va passer à la vidéo finale. Sciencepost.fr. Les rivières atmosphériques migrent vers les pôles, transformant le climat. Qu'est-ce que c'est une rivière atmosphérique? Non, parce que tu découvres des choses. T'as 53 ans, tu n'as jamais entendu parler de ça, tu vois. Alors, les rivières atmosphériques de puissants courants de vapeur d'eau en suspension dans l'atmosphère se déplacent de façon inattendue depuis plusieurs décennies, modifiant ainsi les régimes de précipitation et le climat à l'échelle mondiale. Les rivières atmosphériques sont de vastes courants de vapeur d'eau qui circulent dans l'atmosphère et transportent des quantités d'humidité comparables aux grands fleuves terrestres, comme le Mississippi. Ah, c'est l'un des... D'accord. Ces rivières célestes peuvent s'étendre sur plusieurs milliers de kilomètres de long et jusqu'à quelques centaines de kilomètres de large, concentrant l'humidité sur des bandes étroites de l'atmosphère. Ces structures atmosphériques jouent un rôle essentiel dans la redistribution de l'eau autour de la planète.
En effet, elle capte l'humidité au-dessus des océans tropicaux et la transporte vers des régions terrestres situées à des latitudes plus élevées. Lorsque ce flux d'humidité entre en contact avec une barrière naturelle telle qu'une chaîne de montagnes ou une zone côtière, il se condense et libère alors leur humidité sous forme de pluie ou de neige. En raison de leur impact majeur sur la répartition des précipitations, un changement dans leur trajectoire ou leur intensité pourrait avoir des conséquences profondes sur les écosystèmes et les sociétés qui en dépendent, ce qui nous ramène à cette étude. Eh ben putain, c'était long l'introduction. Ah non. Un changement de trajectoire inattendu. Des chercheurs de l'Université de Californie à Santa Barbara, ne me dis pas pourquoi. J'y suis allée à Santa Barbara. Et ouais, je suis allée sur le ponton de Santa Barbara. Putain, j'étais trop contente. Ah ouais, non mais. Allez, Kelly Capwell. Ah ouais, mais je me rappelle, moi, je vous dis, j'ai une trop bonne mémoire. Ont analysé les données de 40 dernières années et ont observé un déplacement de ces rivières vers les pôles d'environ 6 à 10 degrés dans chaque hémisphère. Cela signifie que les zones habituellement traversées par ces courants de vapeur d'eau se situent maintenant plus au nord, dans l'hémisphère nord, et plus au sud, dans l'hémisphère sud. C'est-à-dire qu'au milieu, il va faire de plus en plus sec. Et peut-être pas chaud, mais en tout cas sec. Oui, parce que ça n'a aucun rapport. Le climat peut être sec, et il peut faire froid. Les scientifiques estiment que le refroidissement du Pacifique tropical oriental constaté sur la même période pourrait être une des causes de ce déplacement, bien que les mécanismes précis derrière ce phénomène restent encore largement inconnus. Ah bah oui, les régions traditionnellement alimentées en eau par ces structures pourraient connaître une diminution des précipitations, tandis que d'autres régions plus au nord ou plus au sud pourraient voir leurs précipitations augmenter de manière significative. Au désert du Sahara, on sait qu'à un moment donné, en tout cas en Égypte, ou les trucs comme ça, la Petra et tout, c'est désertique, mais avant c'était luxuriant. Mais c'est pas pour ça que de partout ça s'est asséché. C'est vraiment dans des zones que ça s'assèche. Et ça change d'endroit à chaque fois. Alors, aux endroits où c'était sec, ben maintenant c'est luxuriant, et aux endroits où c'était luxuriant, maintenant c'est sec. Un déplacement ou un affaiblissement de ce flux peut entraîner des périodes de sécheresse prolongées dans des zones qui en dépendent pour recharger leurs ressources en eau. Mais aussi vecteur potentiel de désastre lorsqu'elles s'intensifient ou se déplacent de manière imprévisible. Et ouais, c'est ça le problème, c'est que la Terre, elle va pas te... Ouais, coucou, c'est la Terre. Ouais, c'était pour te dire, là, bon, là, du coup, mes rivières atmosphériques, je vais les décaler de 6 à 10 degrés vers le nord. Ouais, non, parce que j'ai décidé, ouais. Et ouais, je suis la Terre. Donc, ben, tu vas essayer de t'adapter, en fait, hein, parce que tu vas pas avoir le choix. Non? Oui, ben, sois content, je t'appelle. Je te préviens, tu vois. Parce que normalement, je devrais pas le faire. Eh ben, écoutez, j'ai terminé sur science. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter, à partager. D'ici ma prochaine vidéo, donc, qui sera France, je vous dis de bien prendre soin de vous, de faire attention à vous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.